Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. C'est l'heure de notre rendez-vous, 23h02. La ligne est ouverte, bien sûr, au 39 21. Je me disais, j'ai été frappée une fois de plus, comme chaque année, aujourd'hui, en croisant des gens dans la rue, en prenant les transports en commun, de percevoir derrière les visages bronzés, derrière des mines radieuses, une certaine lassitude déjà, une certaine fermeture. Et je me demandais pourquoi nous reprenions aussi vite nos automatismes, nos mauvais réflexes, alors qu'il serait possible de prolonger le bénéfice de nos vacances, de s'accorder encore quelques instants de pause pour rompre avec la frénésie ambiante et puis se reconnecter un peu avec soi-même. Parce que finalement, dans ce monde où tout va si vite, où une information chasse l'autre, le seul véritable luxe, c'est le temps. Alors, c'est possible de trouver un peu de temps pour soi, de peut-être ne serait-ce qu'un petit quart d'heure, une demi-heure, de profiter de la pause du déjeuner pour faire le vide, pour visualiser un moment ou un endroit agréable et ainsi évacuer le stress, parce que c'est chaque jour qu'il faudrait prendre soin de soi et pas seulement le temps des vacances. On pourrait essayer, en tout cas, on essaye chaque nuit en prenant le temps de s'écouter, de se parler, d'échanger, de partager des expériences de vie, de confronter nos expériences. Donc on attend vos appels. Ce soir, c'est Asiba et Julie qui vont vous accueillir chaleureusement au 39 21 sous le regard bienveillant de Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et bien sûr, si vous vous retrouvez dans une histoire, si vous voulez apporter votre point de vue, vous pouvez nous appeler directement à ce même numéro ou nous écrire sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 39 21 en commençant votre message par le mot nuit. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Grégory. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vais y arriver. Oui. Merci d'avoir pris J'aurais mon dû appel. dire Greg, ça aurait été plus vite. Facile, exactement. Alors, je vous appelle ce soir donc par rapport à un souci que j'ai donc avec l'un de mes meilleurs amis. Oui. Donc ça fait 5 ans qu'on se connaît. On a beaucoup de points communs. C'est quelqu'un de plus jeune que moi. Il a 3 ans de moins que moi, mais il est vraiment. Il a quel âge ? Il a bientôt 19 ans et moi j'ai 23 ans. Oui. Donc il est très mature. On a partagé beaucoup de choses. On s'est soutenu pendant nos périodes compliquées. On a passé des bons moments. Et puis en ce moment, son comportement a énormément changé. C'est-à-dire qu'il devient de plus en plus insupportable. C'est-à-dire que son comportement est assez médiocre quand il est à la maison. Il se comporte assez mal. Il me parle mal, vraiment. Là, par exemple, on a passé un week-end ensemble. Je l'ai fait venir à la maison avec d'autres amis et il s'est montré particulièrement détestable. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce week-end ? Beaucoup de choses qui s'accumulent. C'est-à-dire que, par exemple, il va s'abâchir sur le canapé et puis nous dire que c'est même pas la peine, il ne bougera pas. Sortir des petites insultes pas méchant, mais il a un langage assez cru. Il veut participer à rien, il veut faire quelque chose et puis après il se met sur son téléphone et puis il ne bouge plus de la soirée. Si bien que parfois j'ai l'impression qu'il me teste un petit peu, il fait un peu monter la colère et puis. Vous avez réagi ? Parfois oui, à certains moments je lui ai dit que ça commençait à bien faire et qu'il devait changer de ton ou changer d'attitude. Oui. Par exemple, en allant se coucher, il faisait beaucoup de bruit au téléphone et puis je lui ai dit écoute, est-ce que tu pourrais baisser d'un ton, il était 4h du matin, il est temps de dormir. Il me dit non, t'as qu'à mettre des boules de caisse. J'ai dit écoute, tu es à la maison, c'est pas à moi de faire des efforts, c'est à toi de t'accommoder un petit peu à mon rythme de vie. Enfin bref, c'est beaucoup de détails qui s'accumulent au fil du temps et qui font que la relation elle devient extrêmement conflictuelle.
Donc malgré ce que vous lui disiez, malgré le fait qu'après tout il était chez vous, il n'a pas changé son comportement. Pas du tout. Parfois il admet, il dit oui effectivement, je vais peut-être me sociabiliser un petit peu plus, faire un peu d'effort, mais 2-3 minutes après il recommence. Oui, il était dans une attitude assez provocatrice vis-à-vis de vous. C'est ça. Qu'il ne faisait pas auparavant. Pas du tout, non. Il était, il faisait attention. Il avait un bon comportement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un petit peu copain comme cochon. Voilà, c'est un petit peu sa manière de voir, j'ai l'impression. Il peut tout se permettre, tous les coups sont permis. Il est à la maison comme chez lui, mais il y a des limites qui dépassent régulièrement et qui m'exaspèrent en fait. Si bien qu'aujourd'hui, j'essaie de limiter au plus possible les moments qu'on passe ensemble, parce que je me dis à un moment donné, ça va craquer et on va vraiment discuter. C'est-à-dire qu'il faut lui dire que ça ne vous convient pas. C'est comme vous dites, ça ne vous donne plus envie de passer des moments avec lui, ou de le voir, mais à l'extérieur, puisqu'au fond, la cohabitation n'est plus possible. Puisqu'il ne respecte pas votre intimité, votre façon de vivre. Exactement. Il vous impose sa façon d'être à lui. Donc ça ne va pas. C'est ça. Et par exemple, quand on discute sur Internet, tout se passe très bien, on peut parler pendant des heures, avoir une discussion intelligente, intéressante. Et dès qu'on est ensemble, j'ai plus du tout l'impression que c'est la même personne. J'ai vraiment l'impression que j'ai affaire à un ado qui ferait une crise d'adolescence. Et là, c'est à ces moments-là où je me dis, est-ce que le fait que lui, il grandit également... Oui, il est jeune. C'est ça. Il est jeune, mais en même temps, il a 19 ans en même temps. C'est pas non plus... Et vous aussi, vous êtes jeune, vous avez 23 ans. Mais vous avez votre propre appartement ? Oui. Oui. Oui, avant, je ne l'avais pas à l'origine, donc c'est vrai qu'on voyait un petit peu chez lui, un peu chez mes parents. Alors, étant donné que la différence d'âge n'est pas énorme non plus, il a peut-être du mal à accepter que vous vous comportiez avec lui comme un parent pourrait le faire. En lui mettant un peu des interdits, ne reste pas jusqu'à 4 heures du matin sur ton téléphone ou sur ton ordi ou... Vous voyez, quand il vient chez vous, il peut avoir le sentiment que chez vous, tout est permis, que vous êtes son ami, que justement, là, il n'est pas chez ses parents, chez des adultes, entre guillemets, et qui peut s'amuser, que tout est possible. Or, comme vous êtes dans votre intimité, et il y fait intrusion de façon assez bruyante. Il ne tient pas compte vraiment de vous. Vous essayez de lui fixer des limites. Et lui, s'y dérobe et vous provoque très nettement. Comme il le ferait, on a le sentiment avec ses parents. Exactement. Et ça vous donne un mauvais rôle, je trouve. Du coup, c'est plus une relation d'amis, c'est vraiment une relation où moi je lui dis d'aller se coucher. Enfin voilà, on n'est plus dans. Oui, mais ça ne va pas. C'est plus une relation. C'est ce que je suis en train de vous dire, Grégory. C'est plus une relation d'amis. Vous n'avez pas un ami, on lui dit pas il est l'heure d'aller au lit. Oui, on dit ça à un enfant. Donc dans ces cas-là, vous ne le recevez plus chez vous. Ou alors vous mettez les choses au point, c'est-à-dire qu'il faut pas tourner autour du pot. Dire, écoute, vous lui dites, j'ai pas la dernière fois quand tu viens, vous lui dites que quand il est venu chez vous, ça ne s'est pas bien passé parce qu'il ne tient pas compte de vous. Et si c'est pour être en conflit, ça ne présente pas d'intérêt. En plus, c'était la première fois que je le recevais aussi longtemps à la maison. D'habitude, on passe un après-midi ou à la limite une soirée, il dort à la maison, mais le lendemain, il repart. Et puis là, on avait une soirée prévue vendredi, samedi. Je lui ai dit, le mieux, c'est que tu restes le vendredi, tu repars dimanche. Au moins, on va passer un bon week-end ensemble. Et puis lui, il avait l'air ravi. Et
c'est vrai que petit à petit, l'ambiance s'est détériorée et dimanche, j'étais bien content qu'il parte. C'était triste à dire, mais... Non, c'est pas triste, puisque à un moment, il vous envahissait, il envahissait votre espace vital. Oui. Alors, il y a Prune qui pose une question, qui dit, mais que vous apporte cet ami ? Bah, on a partagé pas mal de choses. C'est quelqu'un que j'apprécie, donc c'est vrai que j'ai une bonne opinion de lui. J'ai peu d'amis, mais c'est vrai que c'est quelqu'un que j'apprécie et que j'estime. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me pose des questions. Je me dis, est-ce que ses centres d'intérêt commencent à changer ? Aujourd'hui, sa priorité, c'est d'être toute la soirée sur un site de rencontre, à avoir de nouvelles proies, et du coup, on ne discute plus, quoi. Pourquoi parlez-vous de proies ? Des nouvelles proies une nouvelle personne à charmer, mais c'est vrai que ça reste, il en reste Et vous vous sentez délaissé ? Un petit peu à ce moment-là, oui. Mais vous avez des sentiments autres qu'amicaux pour lui ? Pour lui, non. Vraiment purement amicaux. Purement amicaux. Oui, mais si effectivement vous passez une soirée avec lui et que lui est toute la soirée sur son ordinateur sur un site de rencontre, quel intérêt d'être ensemble ? Exactement, c'est la question que je me suis posée. Autant qu'il soit chez ses parents et sur son ordinateur. Si vous devez être ensemble, c'est pour partager des moments ensemble. Tout à fait. Et puis voilà, ça n'enlève rien à ce que vous pouvez vivre avec lui et à la relation que vous avez ensemble. Mais bon, c'est comme vous dites, vous pouvez faire une sortie ensemble et à ce moment-là, s'il ne veut pas rentrer dormir chez ses parents, il dort chez vous. Mais ça doit être ponctuel et pas peut-être l'accueillir autant que vous l'avez fait jusqu'à présent. Ouais, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Je reçois un message du subversif qui dit « Peut-être votre ami mature ne l'est-il pas tant encore. Croyez-vous qu'il puisse inconsciemment se sentir inférieur dans votre ombre? S'affirmerait-il » Peut-être aussi. Peut-être. Bon, c'est vrai que la relation a beaucoup changé à partir du moment où j'ai pu l'accueillir à la maison et où effectivement on a pu passer plus de temps autrement. Oui, mais c'est un tout jeune homme. Donc 19 ans, vous dites il est sur des sites de rencontres, il est en pleine affirmation de lui-même aussi, en pleine conquête de lui-même, donc vous dites il a d'autres centres d'intérêt. Oui, il veut conquérir là, explorer le sentiment amoureux, la conquête sexuelle et autres. Alors à un moment, quand vous l'avez connu, il avait 16 ans. Donc avoir un très bon ami, c'était important, un modèle comme ça masculin. Peut-être qu'aujourd'hui, il se tourne, il veut élargir son cercle, voyez, de relations. Et vous, c'est un peu difficile pour vous, Grégory, parce que vous dites que vous avez peu d'amis. Alors peut-être que de votre côté, ça mériterait aussi de voir un petit peu qu'est-ce qui fait que vous avez peu d'amis. Ça ne veut pas dire on n'est pas obligé d'avoir une tripotée d'amis, mais peut-être ne pas trop vous centrer uniquement sur lui et vous aussi ouvrir un peu votre horizon pour que tout ne tourne pas uniquement autour de ce garçon. Oui, je comprends. C'est vrai que ça me travaillait depuis qu'il est parti. On ne s'est pas beaucoup parlé depuis qu'il est parti. D'habitude, après une soirée, on se textote pour dire c'était super, vivement la prochaine. Et c'est vrai que là, c'était des deux côtés, comme une prise de conscience. Il s'est peut-être dit, je suis allé trop loin. Et moi, je me suis un peu fermé en me disant, si je vais lui parler tout de suite, ça va mal tourner. Et je vais réfléchir un petit peu avant de revenir vers lui. Oui, vous aviez peur que vos mots aillent trop loin à ce moment-là. Vous vous sentiez trop en colère. De le vexer ou d'être un peu trop... Et puis plus le temps passait, plus je me focalisais sur son comportement dans le week-end. Donc c'est vrai qu'après, peut-être que j'étais j'étais limite à le surveiller, voir ce qu'il faisait, etc. Donc, peut-être, mais c'est important qu'avec le recul, vous vous en rendiez compte. Parce que lui a pu se sentir aussi... Vous sentiez agressé et lui aussi.
hein, réciproquement. Oui, voilà. Bon, c'est pas grave. Je veux dire, vous avez une relation depuis quand même plusieurs années qui fait que vous pouvez très bien aller passer au-delà de ça. Oui, Il peut y avoir des tensions dans une relation d'amitié, ça arrive. De la rivalité, surtout que bon, vous le sentez un petit peu comme si par moments il se détournait un peu de vous et vous en concevez une certaine jalousie. C'est humain aussi, ça. Ouais. Hein? Donc, pour vous sentir un peu moins délaissé, il faudrait au contraire que vous soyez un peu plus entouré, que vous vous trouviez aussi des centres d'intérêt dans votre vie. Oui, c'est vrai que ça m'aurait, c'est vrai que bon, j'en ai d'autres que lui, hein, heureusement, mais c'est vrai que c'est l'un des plus importants parce c'est l'un que j'ai pu conserver très longtemps. C'est vrai que j'ai beaucoup d'amis par période, quelques mois, mais c'est très rare que je conserve une amitié sur une période aussi longue. Mais peut-être le fait qu'il soit plus jeune aussi, il en a conçu une admiration pour vous. Vous aviez un certain ascendant sur ce garçon. Oui, certainement. Ouais. Hein? Donc ça a pu jouer et que du coup, à un moment, c'était aussi valorisant. Lui a trouvé en vous un peu un certain modèle et que aujourd'hui, il est en train, en grandissant, en s'affirmant, de se défaire de ça. Alors bon. C'est un peu compliqué pour vous, mais c'est dans l'ordre des choses. Oui, j'espère pour lui qu'il réussira à trouver ce qu'il cherche, mais c'est vrai que... Mais vous aussi, c'est important que vous ayez d'autres relations, que vous fassiez d'autres amis. Ce qui ne veut pas dire que vous allez perdre cette relation. Non, je comprends. D'accord ? Je vais essayer d'en discuter un petit peu avec lui. Oui, tranquillement. Oui, tranquillement. C'est surtout ce qui compte, tranquillement. Merci Grégory de votre appel. Au revoir Caroline. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Thomas Dutronc, demain, une réflexion du subversif au sujet des amitiés dans les jeunes années. Il nous dit la jeune amitié, comme l'amour naïf, fusionne puis se déchire. Et comme la passion peut devenir amour, peut à son tour grandir en amitié véritable ou pas. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, donc moi je vous appelle parce que j'ai été marié 17 ans donc avec Carole, mon épouse, qui est malheureusement décédée en 2006 et j'ai du mal à remonter la pente. Oui. J'ai du mal à tourner la page, comme dirait l'autre. On me dit oui, il faut tourner la page, il faut plus y penser, il faut plus... Puis j'ai du mal depuis 2006 à essayer de reconstruire ma vie. Donc ça fait très mal. Bon, j'ai connu quelqu'un en 2008 et puis en 2008 malheureusement ça s'est terminé par un échec parce que j'avais toujours Carole qui était là, qui apparaissait avec moi, quoi, qui était en moi. Donc j'ai du mal je voudrais bien retrouver quelqu'un, mais j'ai du mal à essayer de... J'accepte, puisque il faut que j'accepte mon deuil, puisque j'ai pas... Vous n'avez pas le choix, oui. J'ai pas le choix. Mais c'est dur. C'est dur. Oui, mais vous avez à la fois le désir de... peut-être... d'avoir, de vivre une histoire, mais vous êtes toujours dans une immense peine quand vous pensez à votre femme et on sent bien quand vous nous en parlez, le fait que vous la nommiez, que le chagrin est toujours très présent et que votre femme est toujours très présente. Donc quand on vous dit tourner la page, cette expression est
aberrante parce que on ne tourne pas une page. C'est une page de votre vie, c'est une partie de votre vie qui a existé, qui fait partie de vous, qui fait aussi ce que vous êtes aujourd'hui, Thierry. Hein donc, quand on vous dit qu'il ne faut plus y penser, c'est un non-sens. Parce que vous ne pouvez pas ne plus y penser. Alors, en même temps, évidemment que les personnes qui vous disent cela sont animées de bonnes intentions. C'est-à-dire qu'elles ont envie de vous réconforter parce qu'elles vous sentent dans la peine. Mais il y a un temps... il y a un temps qui est, si vous voulez, qui est plus ou moins long pour chacun, et où peut-être que quand vous parlez d'échec, quand vous avez rencontré cette femme en 2008, je crois que ce n'est pas un échec. Déjà, c'était peut-être prématuré, et qu'à ce moment-là, cette femme a dû sentir que vous n'étiez pas prêt à lui faire de la place dans votre vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle a dû se rendre compte. Comment ? Je parlais beaucoup de Carole à cette personne. Oui. Et bon, donc elle en a eu un petit peu marre. Et puis c'est peut-être normal aussi, mais j'arrive pas même. Bon, là, j'en parle plus, mais je l'ai encore en moi. Et elle est là. Bon, j'y pense toujours. Mais j'arrive à en parler, mais quand on me dit, surtout que ça a été subit. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Elle a eu un accident vasculaire, c'est-à-dire elle a fait un œdème puisqu'elle a eu une insuffisance respiratoire. Oui. Et donc ça a été très brutal. Oui. Et en plus, bon, comme elle est décédée dans mes bras, autre chose, ça fait mal. Oui. Ça fait très mal, et puis je supporte pas, elle était tout le temps avec moi, et moi, la solitude, je supporte plus. Voilà. Oui, donc vous êtes pris dans un dilemme terrible, parce que à la fois, vous avez cette douleur en vous, ces images qui assez obsédantes, et puis en même temps vous ne supportez pas la solitude, et pour autant quand vous êtes avec quelqu'un, c'est l'image de votre femme qui revient. Moi maintenant, mais il faut que j'essaie de me dire il faut que tu passes à autre chose, mais c'est difficile parce que je sais qu'elle peut pas revenir, elle reviendra pas, je le sais, mais en moi je me dis pourquoi je me pose des questions. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est ma faute? Est-ce que c'est... Oui, mais on voit bien que dans ces questions que vous vous posez, qu'il y a tout un tourment, tout un tas d'interrogations qui montrent que vous êtes encore dans quelque chose qui n'est pas accepté. J'accepte pas. C'est-à-dire, vous avez dit j'accepte. Non, au fond, il y a vous cherchez un sens. Oui.
Et c'est vrai que c'est terrible quand la mort comme ça nous ravit un être cher avec qui justement on espérait passer le reste de nos jours. Oui. Et on voudrait trouver une explication rationnelle parce que ça, on a le sentiment que ça apaiserait nos angoisses. Et il n'y en a pas souvent. Alors, parfois, la culpabilité vient un peu presque calmer nos angoisses. Se dire, est-ce que j'ai pu faire quelque chose? Est-ce que je suis à l'origine de... Alors, c'est un tourment, la culpabilité, mais ça peut aussi calmer des angoisses. Bon. Le problème, c'est que finalement, ça ne vous permet pas d'avancer. Alors, vous auriez besoin d'en parler, Thierry, mais pas aux femmes que vous avez déjà rencontrées ou que vous rencontrerez dans le futur, mais à quelqu'un qui pourra vous écouter de façon plus neutre, je veux dire de façon un thérapeute, à quelqu'un qui, vous voyez, où vous pourrez vraiment dire tout ce que vous avez sur le cœur. Est-ce que vous avez déjà fait cette démarche? Non, je l'ai pas fait et bon, j'ai du mal à faire ce pas. Pourquoi? Parce que je me dis, est-ce que la personne va me comprendre? Est-ce que, voilà, je suis quelqu'un des fois d'assez enfermé sur moi et bon, ça me travaille, quoi. J'ai du mal à parler, j'ai du mal à là maintenant, j'ai tendance à m'enfermer sur moi. C'est pour ça que j'ai voulu vous appeler parce que j'en ai marre, je peux plus là, j'en peux plus. Il faut que ça se, qu'il y ait quelque chose qui se déclenche parce que je m'empoisonne moi la vie en même temps et je voudrais faire quelque chose pour que ça cesse, quoi. Parce qu'autrement il va m'arriver des petits problèmes. Et ça je le sens. Oui, mais parce que vous ne pouvez pas rester avec une telle douleur en vous. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on est terrassé comme ça, quand on perd un être cher, soit on décide de partir avec lui, de tout laisser. On peut avoir cette idée qui nous traverse. Oui, mais ça traverse l'idée de beaucoup, je crois, à un moment, quand la douleur est trop forte, l'annonce d'une nouvelle ou soit on se dit, on va continuer, poursuivre, et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est-à-dire être dans la vie. Et à un moment, le corps et l'esprit sont ainsi faits qu'on ne peut pas non plus être 24 heures sur 24 dans la souffrance. Donc, on peut aussi s'autoriser à avoir des moments de respiration, de pause, de plaisir, de joie, j'ose le dire, de rire, de bien-être, Et pour ça, il faut pouvoir avoir un endroit où on va déposer sa douleur. Parce que c'est là où, quand on vous dit ne pas y penser, c'est un non-sens. On ne peut pas ne pas y penser. On ne peut pas dire je mets ça à l'écart. Ne pas y penser, c'est la meilleure façon d'y penser tout le temps et d'être totalement submergé. Plus on dit je veux pas penser à ce qui me fait mal, plus on y pense tout le temps. Je peux vous dire que c'est dur. Mais j'entends que c'est dur. C'est dur. J'arrive pas. Je suis tout seul. Vous arrivez à un moment de date anniversaire, c'est. Ça vient de passer, puis bon. Ça s'est passé là. On s'est marié le 4 août et le mois d'août m'a fait très mal. Oui, c'est ça. C'est des moments aussi m'a fait très, particulièrement très mal difficiles. Ça fait très mal. Mais vous savez, il faut vraiment, Thierry, que vous acceptiez. Je comprends que quand on est dans une grande souffrance comme ça, on pense à tort que on ne pourra pas être compris, que
qu'on ne pourra pas, qu'un autre va rester, et surtout, plus particulièrement un professionnel, va être trop professionnel. Et du coup, trop à distance. Il va dire, on aimerait plus justement des proches et presque des bras, presque de quelque chose de tendre et de très enveloppant. Mais je peux vous assurer que quand on est dans une douleur morale comme ça aussi forte, c'est vraiment important d'être aussi dans les mains de professionnels. Parce que être professionnel ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de bienveillance, d'empathie, de douceur, de compréhension. Je vous dis, j'ai du mal à... J'essaie de faire les choses, j'essaie de... Mais bon, le truc de me dire, je rentrais parce qu'avant, j'étais à Caen, maintenant je suis à Paris, mais j'ai déjà fait le pas de partir à Paris. J'ai voulu, puis je me dis, elle est plus là quand je rentrais, parce qu'elle ne pouvait pas travailler, elle était non-voyante, et je me dis, quand je rentrais du travail, on parlait, on riait, on était, puis là, j'ai plus rien. Je rentre, j'ai rien. Je rentre, j'ai personne à qui parler. Mais c'est pour ça que c'est important que vous ayez un endroit où parler. Bon, j'ai des amis, mais c'est pas pareil. La personne c'est important. C'est important, les amis. C'est important que vous soyez entourés. Et la présence comme ça d'amis chaleureux, tendres, attentifs est importante. Mais je vous dis, j'ai du mal à... Oui, mais j'entends que vous avez du mal, mais pour le moment, vous n'avez pas suffisamment pris au sérieux votre douleur. Or, votre douleur, elle est vraiment complètement légitime. Vous avez passé la phase de premier choc, la première phase de sidération. Là, vous êtes dans une phase de grande tristesse, de grand abattement. Et c'est souvent dans cette phase-là, parce que si vous voulez, là, l'entourage, quand les années passent, c'était en 2006 que votre épouse est décédée. L'entourage est présent dans les premiers temps, souvent dans les premières semaines, les premiers mois, voire la première année, et puis après on dit la personne doit se remettre, mais c'est le temps du deuil, il est long, il varie selon les personnes, et il faut respecter ça. Et souvent à ce moment-là, il peut y avoir plus personne. Alors après, c'est vrai qu'il y a un temps un petit peu d'acceptation où on arrive à au fond, cette personne que l'on a aimée, qui n'est plus là, on arrive à l'intérioriser en soi. On la porte en soi. Donc on a moins ce sentiment de vide et d'absence, qui est très cruel au moment du décès. Parce que petit à petit, on l'a intégré, on l'a intériorisé en soi. Et là, ça ouvre à nouveau un renouveau, c'est-à-dire une possibilité de se tourner à nouveau vers la vie. Mais bon, il y a des gens qui m'ont dit, si tu es toujours en train de parler comme ça, on t'appellera plus, si tu es triste, on t'appellera plus. J'ai plus rien. Oui, mais si vous y pouvez quelque chose. Alors c'est vrai que c'est pas très gentil de vous dire ça, mais ce qui est important aussi, Thierry, c'est à un moment vous pouvez faire quelque chose pour vous. Voyez, il faut aussi l'entendre, ça. Je vais vous lire des messages qui arrivent pour vous, pour conclure. Il y a les subversifs qui disent: vous avez été frappé en plein cœur par le comble de l'impuissance. C'est là une épreuve redoutable. Alors, faites-vous aider.
Et puis Élise qui dit, vous savez, on ne tourne pas une page, on continue de lire le grand livre de la vie. Courage, elle sera toujours dans votre cœur, votre épouse, et elle ne voudrait certainement pas vous voir dans cet état et plutôt vous voir heureux. Prune qui dit, une hospitalisation pourrait peut-être vous aider si vous avez du mal dans un premier temps à aller parler. Osiris qui dit, en tout cas, ce sentiment d'amour à son égard vous honore. Prune qui dit aussi, laissez du temps au temps pour vous apaiser. Le subversif qui dit, une douleur se respecte et une douleur doit se vivre. Nous ne sommes pas un vulgaire planning de PME. Daniel aussi qui dit, on ne tourne pas la page, on ouvre un nouveau livre. Voilà un peu les messages qui arrivent pour vous, mon cher Merci. Thierry. Et c'est dur. Alors, si vous avez un médecin traitant, peut-être demandez-lui un peu les coordonnées d'un thérapeute et allez en parler au plus vite. Merci. Bon courage à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, Appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir. Bonsoir Caroline. En fait, je me permets de vous contacter parce que, en fait, ça fait 12 ans que j'ai le syndrome bipolaire. Et donc, j'ai fait traitement qui était plus ou moins adapté. Et puis, finalement, je suis stabilisée depuis 7 ans grâce à un traitement au lithium. Et en fait, il arrive que j'ai 30 ans et qu'à 30 ans, on se pose des questions sur le fait d'être maman. Et donc, moi, j'en avais parlé à une psychologue qui m'a suivie pendant 5 ans et qui est partie à la retraite et qui m'avait dit, avant de partir en retraite, de toute façon, il y a un traitement adapté pour les femmes enceintes. Oui. Donc, j'ai dit, très bien. Mais la psychologue qui a repris mon dossier et qui me suit, me dit, mais non, ça n'existe pas. Donc, mais c'est une psychiatre qu'il faut voir, puisque c'est un psychiatre qui va vous prescrire le traitement. D'accord. Déjà. Oui, un psychiatre, oui, bien sûr, j'ai un traitement, je connais pas tous les termes, excusez-moi. Mais vous êtes enceinte actuellement ? Non, du tout. Non. Du tout. Mais vous songez éventuellement à une grossesse ? J'ai eu des amis, ça s'est pas concrétisé, mais si, ça s'est fait, mais il y avait rien de sérieux. Mais bon, c'est une question, j'ai 30 ans. C'est pas pour d'actualité, ça c'est sûr, c'est pas pour tout de suite. Mais je sais que j'ai un traitement lourd et que sans le traitement, je vais à l'hôpital. Et là, on me dit, but en blanc, non, il n'y a pas de traitement adapté. Donc ça remet un peu en cause... j'étais tranquillisée par cette idée, en fait, le fait qu'il y ait une solution. Mais c'est vrai que oui, mais en même temps, il y a des femmes bipolaires qui peuvent mener une grossesse. Hein. Oui, mais voilà, donc du coup, moi je suis restée bête quand on m'a dit mais non, il n'y a pas de traitement adapté. Donc je sais pas en fait. Alors moi je ne suis pas médecin, donc je ne vous dirai pas effectivement sur notamment le lithium qui est prescrit. Dans ce cas-là, effectivement, si on peut le prescrire chez les femmes enceintes. Ça, je ne sais pas ce qu'il en est. Mais oui, mais le problème, c'est que tout le monde a sa version et qu'en fait, je sais pas sur quel pied danser, quoi. Et maintenant, la psychiatre actuelle me dit, non, faudra venir tous les 15 jours, il n'y a pas de traitement possible. Après, je vais regarder sur Internet, on me dit... La psychiatre qui vous suit vous dit elle arrêtera le traitement si vous étiez enceinte. Parce que c'est... Oui, tout à fait. Oui, c'est déconseillé. Oui. En général, il y a beaucoup de toute façon, beaucoup de médicaments sont déconseillés pendant la grossesse. Oui. Donc, ça paraît... assez logique. Cela dit, dans certains troubles psychiatriques, on continue quand même à donner des traitements parce qu'on préfère donner un traitement plutôt qu'il y ait une décompensation. Mais je pense à des décompensations d'ordre psychotique, donc dans des choses plus graves. Non, parce que moi, c'est vrai que du coup, j'ai des troubles, soit alimentaires, mais aussi de sommeil. Des troubles, j'ai
un traitement lourd parce que j'ai une piqûre tous les mois. Dès que je fais la piqûre, je dors pendant 3 jours. Voilà, il y a ça aussi qui rentre en jeu, quoi. Et ça me paraît compliqué, quoi. C'est ce que je dis à mes amis en rigolant. J'espère que j'aurai des jumeaux comme ça. Il y aura à le faire qu'une fois, quoi. Mais c'est... Mais cela dit, vous savez aussi, vous avez dans vos troubles bipolaires, vous avez plutôt des épisodes dépressifs ou des épisodes maniaques. En premier, je suis souvent dans une phase maniaque, mais c'est après quand j'en mets les pieds sur terre, quand je reprends le traitement. C'était quand j'ai arrêté le traitement, ça. Je partais en... j'avais une énergie à dépenser, mais c'était incroyable, quoi. D'accord. Et après, j'ai été hospitalisée, et là, j'ai été en dépression, mais très profonde aussi, quoi. Non. Donc, c'est une fois que j'étais enfermée dans un hôpital, là, ça n'allait plus, quoi. Mais alors, c'est vrai que la grossesse peut créer chez les personnes qui ont des troubles comme ça, dans des troubles d'ordre psychique, il y a un risque de décompensation, c'est-à-dire d'aggravation des symptômes. Mais il y a aussi l'autre cas de figure où ça peut au contraire être un moment d'accalmie. D'accord. Ça dépend finalement des femmes, de leur vécu par rapport à la grossesse, à la façon dont elles vont se sentir. Parce que de toute façon, Anne-Sophie, vous ne vous résumez pas non plus à votre bipolarité. Non. Hein, vous avez votre histoire, votre histoire personnelle, votre histoire familiale, votre personnalité. Alors, quand votre psychiatre vous dit que si le traitement n'est pas possible, elle vous suivra plus régulièrement, ça veut dire qu'à ce moment-là, il y aura un soutien psychologique plus important. Et si vous vous si vous vous sentez mal, elle vous verrait plus régulièrement, ou à ce moment-là, elle pourrait peut-être vous pourriez être hospitalisé. Il y a aussi cette possibilité-là. Mais vous ne vous résumez pas non plus à vos symptômes. D'accord. Mais pour le moment, ce projet de grossesse, c'est-à-dire que vous y songez, vous avez ce désir-là, vous êtes une jeune femme de 30 ans, Mais ça peut aussi vous apporter une stabilité, ce temps, le temps de la grossesse, voyez, le temps de, il peut y avoir aussi ce cas de figure. D'accord. Bon, c'est bien. Ok. Bon, Donc, voyez, faut pas non plus que vous fassiez une montagne en vous disant parce que le traitement serait arrêté, je vais forcément faire une crise. Ce qui me fait peur, c'est que quand j'oublie une prise un soir, le lendemain après-midi, j'ai la tête qui tourne, je me sens pas bien. C'est pour ça que faut qu'il y ait... Moi, quand on m'a dit, non, il n'y a pas de traitement adapté, il faudra venir plus souvent, j'ai dit, oh là là, 9 mois, ça va donner quoi? Ça vous angoisse, oui. L'angoisse, complètement. Mais c'est vrai que malheureusement, c'est quand même, c'est lourd comme pathologie. Enfin, ça se voit pas en plus, donc les gens ne comprennent pas non plus. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me... depuis qu'on m'a dit ça, ça me travaille, voilà, tout simplement. Mais vous voyez, je ne suis pas certaine. Il faudrait quand même demander plusieurs avis, Anne-Sophie. Bon, c'est vrai que en général, pendant une grossesse, on évite toute interaction médicamenteuse, notamment lors de l'embryogénèse, la formation de l'embryon. Et puis même après, on évite. On sait bien, il est préférable d'éviter les médicaments. Mais je vous dis, dans certains cas de troubles psychiques, on préfère parfois quand même prescrire même des médicaments parce que on préfère ça que des décompensations, c'est-à-dire une aggravation des symptômes, notamment avec des risques psychotiques qui pourraient mettre en danger la mère et donc le bébé. Donc, écoutez, moi je ne suis pas psychiatre, je n'ai pas, donc je ne me prononcerai pas, mais peut-être que ça vaut la peine de demander quand même notre avis.
Et pas sur Internet. D'accord. Demandez un autre avis. D'un autre médecin, en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, parce que là, moi, les deux, elles se contredisent, quoi. Puis l'autre, la première, elle est partie à la retraite, donc je peux pas la croiser dans les couloirs, quoi. Et, parce que c'est vrai que je suis très suivie, maintenant ça va, c'est espacé, mais voilà, elles se contredisent, donc c'est... Alors que... Moi, je pense que, je vous dis, la situation, elle est... Je veux dire, vous ne seriez pas la première jeune femme, c'est pas le premier cas de figure, des jeunes femmes bipolaires, enceintes, bon, ça existe, donc la situation s'est déjà posée, et à mon avis, renseignez-vous au sein d'un hôpital, posez la question. Oui. Vous posez la question, une consultation à l'hôpital, même, vous voyez, hein? Oui, tout à fait. Oui, ça vaut la peine. Hein. Oui, ça serait pas mal, ça. Moi, je me demande s'il n'y a pas une possibilité, mais bon. Bon, je me renseignerai auprès d'eux. Oui. Ouais. Donc, bon. Et puis, je vous dis, en plus, le temps de la grossesse est un temps particulier qui pourrait vous apporter aussi, qui sait, un apaisement. Bon. Pourquoi pas. Voilà. Je vous remercie. Je vous en prie. Merci beaucoup. Au revoir Anne-Sophie. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Continue sur Europe 1 avec vos témoignages au 39 21. Toutes vos réactions par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit et vos réactions également par courriel sur le site europe1.fr. Nous allons tout de suite retrouver Sonia. Alors Sonia, vous êtes séparée du père de votre fils depuis 2007. Vous avez conservé de très bonnes relations avec lui, à tel point que vous étiez même restés amants. Et puis, bon, un peu plus même que cela, puisque lors des dernières vacances, ça avait pris une autre tournure, vous étiez plus ou moins revenus ensemble et vous avez découvert un message sur son portable d'une autre femme. On en était resté là avant le journal de minuit et là il vous a dit que bon c'était une femme comme ça qui sans importance, enfin que c'était elle qui le harcelait un petit peu, enfin harcelait. Oui, bon, j'y croyais qu'à moitié. Hein. Faut dire, c'est quand même assez lucide. Et là, je sais pas pourquoi, notre relation a pris une autre tournure par rapport à ça. C'est comme, en fait, je pense que j'ai réagi comme si on me retirait quelque chose dont j'avais l'habitude. C'est pas tant parce que j'avais des sentiments amoureux par rapport à lui, mais c'était plus la perte de quelque chose. Je pense que c'est ça qui a fait que notre relation par la suite a pris une autre tournure là, dont on se voyait beaucoup plus à partir de cette révélation, je veux dire. Donc notre relation a été encore plus intense à ce moment-là. Et on est parti donc au mois de mai pour la fête des mères en fait. Oui. J'avais organisé un week-end de mon fils, lui, parce que c'est un endroit où on allait depuis des années, donc il venait à chaque fois. Que je voulais que notre fils ait toujours ce lien avec son père, des souvenirs avec ses parents, donc ça se passait toujours bien. Et on est parti donc au mois de mai. Et là, rebelote, chose que je n'ai jamais faite. On se connaît depuis 17 ans. Et en 17 ans, je n'ai jamais regardé ses messages. Et c'est vrai que je me méfiais un peu parce qu'il était un code. Et là, cette fois-ci, il n'avait pas mis de code. Et je retombe sur un message.
Donc, il me surprend avec son téléphone, je lui fais un petit sourire en coin, et je lui dis, tu as eu un message de ta copine? Non, non, tu n'aurais jamais dû regarder ça. Notre relation, elle est très bien. On vit des moments exceptionnels ensemble, tous les deux. Je lui dis, c'est toi qui vois ça comme ça. En plus, ça m'a même pas touchée. J'ai pas été peinée. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne me dis pas la vérité? Parce qu'alors, il refusait toujours de me dire que oui, cette relation avec cette fille, elle durait depuis un bon bout de temps. Ça, il a toujours nié. Et donc là, au mois de mai, on a cessé toute relation. Bon, on continuait quand même à se voir, parce que je me disais, après tout, on est séparés depuis 2007, il peut très bien rencontrer quelqu'un, refaire sa vie, ça c'était vraiment pas un souci pour moi. Mais cet été, en fait, il est parti au Brésil. Son billet a été réservé au mois de décembre. Et quand il est parti au Brésil, donc il me téléphonait, il lui est arrivé un petit accident, il m'appelle, il me dit, tu n'aurais jamais dû me laisser partir tout seul, voilà, il est arrivé un accident là-bas, bon, il était tombé, il s'était fait mal, et donc il m'appelle 2-3 fois en me disant ce genre de choses, qu'il n'aurait jamais dû partir tout seul, et à son dernier appel, il me dit, ça y est, on est bien arrivé à São Paulo. Donc, petit lapsus, j'ai pas relevé. Allô, vous êtes toujours là? Oui, oui, Allô? bien sûr. Je vous écoute attentivement. Donc, j'ai pas relevé. Et sa mère qui me téléphone, qui fait le même lapsus. Elle me dit, ça y est, j'ai eu mon fils au téléphone et ils sont bien arrivés. Donc là, je me dis 2 coups sur coup, il y a quelque chose qui se passe. Alors que notre relation, elle a toujours été basée sur la confiance. Bon, qu'il est quelqu'un qui n'ose pas me le dire, c'est une chose. Mais là, je veux dire, il était parti au mois de décembre, donc sa réservation de billets. S'il a réservé un billet, il en a réservé 2 en fait, pour qu'il puisse partir en même temps. Les réservations se sont faites en même temps. En fait, ça, je le vois maintenant. Et donc, quand il est rentré, je connaissais ses horaires d'arrivée. Je me suis pointée à l'aéroport, donc toute discrète. J'attendais, je savais à quelle heure il arrivait. Oui. Et j'y suis allée. Et là, je l'ai vu arriver. Effectivement, il n'était pas tout seul, il était accompagné. Donc, je suis rentrée. Je me suis pas fait voir. J'ai pas voulu. J'étais pas là pour faire un scandale. De toute façon, notre relation au mois de mai, j'avais tiré un trait dessus. Je vivais très bien notre... Mais alors pourquoi faites-vous ça? En fait, c'est par rapport à la confiance. Oui, mais alors pourquoi justement allez-vous jusqu'à dans l'aéroport? Vous voyez, je reçois un message de Prune qui dit, si vous vous transformez en détective, rien ne va plus. C'est par rapport pourquoi aller jusque-là? Pourquoi ça sert à rien? Parce que vous allez... Oui, mais pourquoi aller mettre le nez là devant? Vous allez vous faire du mal inutilement. Vous le saviez. Quel intérêt? La confiance. Pour avoir cette certitude et lui faire admettre une fois pour toutes que oui, il avait rencontré quelqu'un. Vous n'avez pas à vous transformer en procureur? Oui, mais c'est par rapport à tout ce qui Sonia, soit on est dans la confiance, soit on ne l'est plus. À partir du moment où le doute s'insinue, à partir du moment où vous êtes allé fouiller dans son portable, vous n'aviez plus confiance. Oui, effectivement. Donc dans ces cas-là, c'est que il fallait vous faire confiance à vous. Et puis vous dire que... Est-ce que finalement, dans cette histoire... Oui, mais vous lanciez, finalement, vous étiez... Vous étiez maintenant... L'enjeu était plus vis-à-vis de l'autre femme que par rapport à votre ex-mari. Il y avait quelque chose là dans une lutte... Finalement, dans cette histoire, vous vous êtes séparés, vous me parlez de confiance, vous me dites, vous dites, notre relation était basée sur la confiance. Je vous ai demandé pourquoi vous êtes-vous séparés et vous m'avez répondu que c'est au moment où vous avez été enceinte, alors que c'était un projet commun, que votre couple avait explosé.
Est-ce que ce qui est revenu à plusieurs reprises dans vos propos, c'est vous souhaitiez maintenir, et ce que je comprends et que je trouve tout à fait louable de votre part et important pour votre fils, la relation entre votre fils et son père, et qu'il y ait que votre fils voit une relation entre ses parents, puisque finalement il n'a pas vu, très peu connu ses parents ensemble. Non. Pour autant, est-ce que c'est pas ce qui vous a motivé, vous? C'est un peu la question que je me pose en vous écoutant, à maintenir le lien avec cet homme, à maintenir au fond une pseudo-cellule familiale pour votre fils, plutôt que une histoire de couple, réellement. Je sais pas. Non, c'est vrai que là, je me posais beaucoup de questions. Je me disais, cette confiance que je lui ai accordée pendant des années, est-ce que c'était complètement faussé? Je me suis trompée. J'en étais même arrivée à me dire, est-ce que il y avait cette relation avant que je tombe enceinte, et c'est pour ça que notre relation a explosé, parce que justement, il était peut-être en projet, alors qu'il m'a jamais parlé dans ce sens. Est-ce que c'est vraiment la question? Pas forcément. C'est-à-dire, que s'est-il passé? Vous savez, très fréquemment, on voit dans des cas il y a des hommes qui ont un projet de paternité avec leur compagne, et qui, lorsque la grossesse s'annonce, ou lorsque l'enfant arrive, se défilent, partent, fuient, parce qu'il y a quelque chose qui fait que dans leur histoire, ils ne peuvent être pères. À l'inverse, il y a des hommes qui disent ne pas vouloir être pères, qui se retrouvent pères comme ça, qui sont complètement paniqués par cette idée, très très opposants pendant la grossesse, et qui font des pères formidables. Donc, vous savez, rien n'est jamais établi. Autant pendant les 2 ans où on a continué à vivre ensemble, ça se passait très mal, et autant maintenant avec notre fils, ça se passe, mais alors... Donc vous avez réussi sur ce plan-là, oui, c'est important. Sur ce plan-là, j'ai réussi. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai tenu 2 ans, que j'ai continué à vivre avec lui, alors que c'était intenable pendant 2 ans, parce que je voulais que justement il se crée ce lien. Je voulais pas qu'il voie son fils en dehors de notre cellule familiale. Donc j'ai tenu par rapport à ça. Bon, après, je me suis dit, ça y est, leur relation est établie. Je peux maintenant prendre un peu plus de distance, tout en conservant quand même des liens ensemble. Bon, lui, de toute façon, me disait, mais tous les deux, on reprendra ensemble, il est hors de question qu'on se sépare. Donc, je lui dis, non, il est hors de question, on peut rester amis. Bon, notre relation a évolué dans un autre sens. Mais là, c'était surtout... moi, ce que je viens de découvrir, en fait, c'est... Maintenant, j'ai ça, lui qui continue à... quand il est arrivé, la première personne à qui il a téléphoné, c'est à moi. Donc, je lui ai dit, tes vacances sont bien passées, tu étais très bien. Les vacances à 2, non, je suis partie tout seul. Il commence à me dire, ah, mais je me suis bien débrouillée, je suis partie ici, je suis partie là. J'ai dit, non, mais tu n'oublies pas de me dire quelque chose. C'est ça, en fait, c'est ce refus qu'il a de me dire... Mais peut-être, vous ne savez pas, après tout, la façon dont il investit la relation avec cette femme. Vous voulez à tout prix que cette femme soit importante dans sa vie. Vous n'en savez rien. Bon. Oui, mais moi, je veux avancer aussi dans ma vie. Eh bien, alors avancez. Avancez. Et vous prenez, comme le dit Brigitte, choisissez vraiment. Mais pas en fonction de lui. Là, vous voulez à tout prix lui faire cracher le morceau. Donc, vous n'avancerez pas. C'est vrai que là, j'étais dans le questionnement. Est-ce que je lui dis
je suis allée à l'aéroport. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que là, vous... Parce que j'ai ça en travers de la gorge. Non, mais écoutez, Sonia, là, il faut assumer, vous êtes une grande fille. Vous êtes transformée. Là, vous avez... c'est jamais très bon d'être celle ou celui qui fouille, qui espionne l'autre. Non, c'est vrai. Donc être là, être intrusive, non. Bon, vous savez qu'il n'est pas parti en vacances tout seul, soit. Maintenant, à vous de voir ce que vous voulez vraiment. Si vous avez envie de tenter de reprendre quelque chose avec lui, vous ne tournez pas. Ah ben, vous dites non. Ben alors, soit si vous dites non, à ce moment-là, je reçois aussi un autre message de Brigitte qui dit finalement, c'est peut-être l'occasion de clarifier votre relation. Ce qui serait aussi une bonne chose pour votre fils, parce qu'après tout, aujourd'hui, il n'a plus à être un alibi dans cette relation, c'est-à-dire que il a une bonne relation avec son père, vous êtes des parents pour lui. Bon, vous êtes en droit de mener votre vie de femme de votre côté. Donc, c'est à vous, si vous ne voulez pas reprendre avec lui, eh bien, ça suppose de ne pas avoir, de ne plus être sa maîtresse. Bien sûr, non, mais ça c'était. Et de savoir quelle relation vous voulez vraiment avec lui. Au mois de mai, j'avais mis un terme à ça. Bon, lui, il continue encore un peu à tenter. D'ailleurs, il était là encore avant-hier parce qu'il est parti avec mon fils une semaine. Il est venu le chercher à la maison. Et en partant, un petit bisou dans le cou, je l'ai regardé, je lui ai dit non, mais maintenant, ça, tu arrêtes, c'est terminé. Donc, il m'a regardé d'une drôle de façon. J'ai dit, mais il faut que tu comprennes maintenant, c'est terminé. Donc, j'ai essayé, malgré tout ça, quand il est venu... non, mais sans lui dire à ce moment-là que vous êtes allé à l'aéroport, vous pouvez maintenant, voilà. Vous pouvez très bien lui dire, je sais pertinemment, si vous aviez envie de reprendre quelque chose avec lui, dire que vous pourriez avoir envie de renouer avec lui, mais... Pour cela, il faudrait que le champ soit libre. Or, vous n'êtes pas dupe, vous savez qu'il y a quand même une autre femme et que vous ne savez pas très bien quelle place, quel rôle elle tient. Bon, maintenant, vous n'êtes pas très clair non plus dans l'histoire. Donc, soit au lieu de sans arrêt jouer les Matahari, d'aller espionner son portable, d'aller l'attendre à l'aéroport, vous dites clairement ce que vous voulez, ou si vous ne voulez pas poursuivre, reprendre plus exactement avec lui, à ce moment-là, vous poursuivez votre route de votre côté. Non, mais ça, je pense que j'ai commencé, puisque là, il est parti en week-end avec... la semaine, pardon. Une semaine avec mon fils. Habituellement, je téléphone tout le temps pour prendre de ses nouvelles. Et là, j'ai décidé, comme chaque parent divorcé, c'est sa semaine, et hop, j'ai pas pris de nouvelles. Il m'a juste mais là, vous êtes blessé. En me disant, on est bien arrivé. Oui, mais là, vous réagissez comme une femme blessée. C'est un petit peu différent. Donc, moi, ce que j'entends dans ce que vous me dites, Sonia, c'est que cet homme, vous y tenez beaucoup plus que vous n'osez vous l'avouer. Mais bon, prenez le temps quand même d'y réfléchir, et pas par rapport à cette autre femme, mais par rapport à ce que vous désirez, vous, vraiment. Bonne chance à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21, 34 centimes la minute.